Bonjour à tous et à toutes. Une courte vidéo aujourd'hui pour faire un petit point simplement sur les différentes choses qui se passent en ce moment. Et bon, il n'y a rien de nouveau, hein. C'est juste que ça poursuit dans la dégradation de ce qui se passe. C'est assez prévisible en réalité et c'est pas inquiétant. Mais bon, on comprend le masque en fait s'effrite de ce pays. Le masque s'effrite vraiment. Alors à la base, on pouvait penser que c'était simplement les dirigeants qui étaient obsédés par l'islam, par tout ce qui était visible de l'islam, par les femmes voilées, puisque c'est elles les plus visibles. Et surtout, c'était donc les femmes, puisque c'est la cible privilégiée des lâches, parce que c'est des lâches, hein. Le mot, je vais éviter de le répéter souvent, mais il est omniprésent en fait, c'est des lâches, il y a que des lâches dans ce pays. Du moins ceux qui s'expriment, ceux qui dirigent ce pays, ceux qui ont les plateaux de télé ouverts à disposition, les micros de radio toujours branchés et qui diffusent leur vomi. C'est des lâches, c'est tous des lâches, vraiment, à tous, sans exception. Tous ceux qui prennent parti, qui rentrent dans cette polémique et qui enfoncent les musulmans sans arrêt, la femme musulmane en particulier, avec leur c'est un prosélytisme qui attaque la République, la laïcité. Ils font de la propagande pour leur religion, etc. Ce genre de discours, c'est un discours de lâche, un vrai discours de lâche. S'attaquer aux plus faibles, parce que les musulmans sont les plus faibles dans ce pays. Et pas que dans ce pays, mais on va parler de la France. C'est la majorité des gens dans ce pays musulman, ils sont au bas de l'échelle sociale. Il y a des gens qui ont réussi, mais ils n'ont aucun pouvoir. Ils n'ont aucun pouvoir, ils n'ont aucune influence, ils n'ont rien du tout, si ce n'est d'être visibles via leur religion. Et cette pratique-là, elle est visible. Et c'est ça qui dérange. Et c'est parce que ça rappelle l'oubli de Dieu du reste de cette société française. Mais si c'était que entre particuliers, ça volerait pas haut, ça serait terminé. Sauf que là, c'est pas ça. C'est que ces dirigeants dans ce pays, vendus au sionisme, mais d'une force, c'est incroyable, tellement ils s'en cachent même plus. On le savait, hein, c'était un secret de polichinelle. Il fallait vraiment être naïf pour penser qu'ils étaient indépendants. Ces hommes et ces femmes politiques, c'est vendus politiques, c'est soumis, c'est lâche, c'est tout ce qu'on voudra. Mais là, voilà, on est arrivé, c'est en façade. On vous déteste, c'est ce qu'ils nous disent. On vous déteste, on vous supporte plus. On aimerait vous éradiquer visuellement, on ne veut plus vous voir dans les rues. Et ensuite, l'étape suivante, c'est qu'on, si on pouvait plus vous voir, ça serait bien. Ça, c'est le message qu'ils nous disent, hein. C'est le message qui est là depuis 30 ans, on l'a. Mais là, les 5-10 dernières années, ça s'est aggravé et ça fait que, en France, hein, c'est vraiment un discours français. Parce qu'à sortie de la France, c'est différent. Alors, il y a de l'islamophobie un peu partout en Europe, mais en France, c'est exagéré via la presse et les médias. C'est un décalage total avec les gens, malgré le fait que beaucoup de gens, en fond d'eux, cachent leur islamophobie, leur détestation de l'islam, leur peur de l'islam. Parce que c'est pas le mot islamophobie, il est pas suffisant, il veut rien dire. On peut avoir peur d'une religion, c'est pas un problème ça. Mais il l'aime pas, il la déteste. Ils en ont pas peur, ils la détestent. Et c'est voulu. On a fait en sorte de rendre l'islam détestable pour les gens qui ne le connaissent pas. Les gens qui observent l'islam sans connaître l'islam, ils se disent tiens c'est une religion exotique, ils ont une génuflexion, ils ont une gymnastique rituelle dans leurs prières, ils ont des mois de ramadan, le pèlerinage de la Mecque, les femmes se voilent, les hommes ont la barbe pour beaucoup, etc. Ils mangent pas de porc, ils boivent pas d'alcool, etc. Ils évitent ce genre de choses. Donc c'est folklorique si on s'arrête là. Sauf que, en fait, quand on s'arrête là, ça va. Mais quand on vous dit que, en réalité, ils pratiquent une autre religion qui appelle au meurtre et qui vous déteste et qui font semblant d'être gentils, d'être propres sur eux, mais en réalité, c'est des gros criminels. Et on a fait en sorte d'en arriver là, c'est-à-dire, on a mis ce mensonge à la télévision, à la radio, à la presse, partout, dans les films aussi. Alors là, ils s'en lâchaient depuis toujours, hein. Mais en plus, on a fait un tapage en disant regardez leurs coutumes, ils veulent les imposer, ils respectent personne, en prenant des cas isolés de personnes qui ont exagéré dans tout, hein. Il y en a, hein, et ça tombe pas du ciel. Ils ont pris des gens qui ont été complètement à la masse. Alors, pour info, peu importe la religion, dans 100% des pratiquants d'une religion, il y a toujours un pourcentage de tarés, de fêlés, des criminels, d'assassins, de menteurs, de traîtres, des pires crapules de l'humanité. Elles font partie de toutes les communautés mondiales. Que ce soit l'islam, le judaïsme, le christianisme, les athées, les bouddhistes, les transgenres, tout ce que vous voulez, les hétéros, les gays, et partout, dans toutes les communautés, que ce soit religieuses, ethniques ou culturelles ou peu importe,
Il y a un lot de fêlés, des plus dépravés de cette planète, les plus criminels, les sans cœur qui peuvent exister sur cette planète. Toutes les communautés, sans exception, ont leur lot. L'islam fait partie de cette communauté terrestre d'humains où, parmi ses membres, il y a des fêlés, il y a des étraqués, etc. C'est la réalité humaine. Donc, parmi les fêlés qu'il y a dans l'islam, qui montrent le pire des exemples qui puissent exister, eh ben, on fait une généralité comme toujours. Ceux qui généralisent, c'est les pires des crapules. Et en France, on a un sacré paquet de crapules, de lâches, de soumis. Parce qu'ils font pas ça par hasard. C'est pas des gens désintéressés. Ils montrent une mauvaise image de l'islam en utilisant donc des exemples de personnes complètement à la masse, puisque tuer, voler, assassiner, etc., en se revendiquant de l'islam, c'est antinomique. Ça va à l'encontre de l'islam. Donc, on peut pas dire que c'est l'islam, puisqu'ils transgressent tous les interdits de l'islam. Mais peu importe, ils font ce raccourci-là, ils l'utilisent, puis en plus, sans aller jusque-là, ils inventent des choses, ils déforment les textes, ils inventent, c'est devenu des chouyours, des grands connaisseurs de l'islam, ces gens, c'est tous des athées, hein. Ils savent même pas leur christianisme à eux, ils le connaissent pas, ou le judaïsme à eux, encore que les juifs, ils connaissent leur religion, entre guillemets. Ils font semblant de l'ignorer, mais ils la connaissent très bien. Pour les autres qui sont chrétiens ou protestants, enfin catholiques, protestants ou je ne sais quelle autre croyance, la plupart ils la connaissent même pas. Ils ont juste une culture, ils la pratiquent pas. Et puis même le signe de croix, ils le font pas dans le bon sens. Alors il y en a plein. J'ai assisté à un enterrement il y a quelques années, un enterrement chrétien dans une église. Le signe de croix il le faisait à l'envers. Alors, il y en avait qui le faisaient de droite à gauche et d'autres de gauche à droite. Il y a un souci. Bon, bref, c'est pas le sujet, mais bon, c'est drôle quand même. C'est comme si un musulman faisait la shahada de la main gauche. Ah mince, à force de pas pratiquer, il se rappelle plus de quelle main on fait la shahada. Bon. Pour la shahada, c'est la profession de foi pour les non-musulmans. Ça se fait avec l'index de la main droite et c'est toujours la main droite, c'est jamais la main gauche. Et c'est pas le pouce ou le petit doigt, c'est l'index toujours. Bon, voilà. Bref. C'est ce qui est le plus drôle, hein, c'est que cette société laïque athéiste, elle a rendu les gens très ignorants de tout, en particulier de leur propre culture d'origine, c'est-à-dire qu'on est dans un pays soi-disant chrétien, de culture chrétienne, et ils connaissent très peu. Voilà, ils voient qu'il y a des églises, ils savent que le dimanche, voilà, etc. C'est le jour du Seigneur, ce genre de choses. Mais sortis de deux, trois choses de base, ça y est, ils sont ignorants de tout. Ils ont quand même un avis sur, alors qu'ils pratiquent même pas, que peut-être ils ne pensent même pas à la divinité deux fois dans l'an, peut-être maximum, deux, trois fois. Je parle par rapport à leur croyance à eux ou leur foi, leur ressenti, leur propre réflexion. Mais ils pensent à Dieu quand ils voient les religieux, les musulmans par exemple, quand ils voient les musulmans pratiquer ou quand on parle des musulmans, ils se disent ah, il y a des gens qui croient en Dieu quand même. Et ils s'interrogent peut-être sur la raison de leur foi ou ils se moquent d'eux, c'est-à-dire comment on peut croire au XXIe siècle à une entité invisible qui aurait tout créé, qui voit tout, qui entend tout et qui nous jugera. Ah ah ah, voilà, ça la fait rire. Et après, ils nous considèrent comme des teubés. En général, c'est la réflexion de base pour certains. Pour d'autres, il y a une réflexion plus profonde, mais ça, c'est pas le débat. Et à partir de là, voilà, la société, elle est devenue, voilà, athée, vraiment athée. La culture, elle sert plus à rien, elle est juste, c'est une façade de la culture chrétienne. C'est devenu des athées. On les a rendus athées, hein. On les a rendus puis on les maintient. Ceux qui étaient croyants, on les a rendus athées, puis ensuite ceux qui sont arrivés après, les enfants, les petits-enfants, eh ben on les a maintenus dans l'athéisme, pour beaucoup. Alors c'est devenu un athéisme, mais il y a pas de divinité, mais c'est toujours remplacé. Comme on dit, la nature a horreur du vide, et la croyance a horreur du vide aussi, la croyance, la passion. Ce qui fait qu'à la fin, ces gens-là, ils sont totalement ignorants de tout, ça leur parle pas, ça leur évoque absolument rien, la divinité, la croyance à la vie après la mort, toutes ces choses-là, c'est rien, ça n'existe pas. Donc les croyants, ils les considèrent comme des ignorants, un peu à la marge quoi, de l'humanité, puisqu'on est quand même c'est considéré comme étant arriéré de croire en une divinité, croire après la mort, etc. Mais tout ça, ça n'a pas été fait par hasard, ça n'a pas été fait par n'importe qui. Et ça a été fait par ceux qui dirigent la France maintenant. Ceux qui les dirigent évidemment en back-office. On le sait tous que c'est pas les guignols qu'on agite depuis des décennies, qu'on appelle président, ministre, sénateur, élu, etc. C'est des bras cassés, c'est des branleurs. Ils ont une feuille de route qu'ils suivent, c'est tout ce qu'ils font. Ils sont élus avec une feuille de route. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils ne disent jamais ce qu'ils veulent en réalité. Ils ont un cadre dans leur expression, un cadre délimité par une feuille de route qui leur explique là où ils doivent aller, là où ils ne doivent pas aller. Les électeurs, ils élisent leur maître, ils sont là à suivre ces moutons, à suivre comme des moutons cette farce
de dirigeants, de gouvernants, qui cherchent des mandats, qui cherchent à se faire élire au nom du peuple et qui font les lois. Et ces gens-là, on les a là, c'est tous des lâches. Tous des lâches. Ils sont là pour une chose, la gamelle, le pouvoir. La gamelle, elle est bien. C'est des crevards, en fait, mais c'est dans le sens crevard le plus bas du terme. C'est-à-dire que si on leur propose une certaine somme d'argent, ils y vont, ils se corrompent à tout. D'ailleurs, on les voit, ils ont tous des trafics d'influence, ils ont tous tapé dans la caisse, tous, à un niveau ou à un autre. Plus le temps avance, et plus ils tombent tous. Ils viennent nous parler de moralité, d'exemplarité, de mon cul, machin, et alors qu'ils sont tous en train de taper dans la caisse, tout le temps. Et ceux qui, pour l'instant, sont passés entre les gouttes, c'est juste une question de temps avant qu'on découvre leurs méfaits. Après, a priori, en politique, il est difficile de finir avec un casier judiciaire vierge quand on rentre dans ce milieu-là. Je sais pas, il y a quelque chose dans l'air qui fait que, peu importe le message que leur patron leur impose, ils le livreront. S'il faut verser dans le racisme, dans la lâcheté, dans le mensonge, ils y vont. Et c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font tous. Et ce qui est choquant en plus dans ce pays, c'est que j'ai l'impression, et faut vraiment que, ou alors, c'est peut-être une impression, mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus de Français dans ce pays. Je parle de ceux qui dirigent ce pays. Parce qu'on nous parle encore une fois de grand remplacement, des zones de non-droit, la charia est imposée partout. Elle n'est même pas imposée, la charia, dans les pays dits musulmans, et on va nous faire croire qu'elle est imposée en France. Ils se foutent de la gueule de qui? Difficile de parler, le reste des pays musulmans, ils ne pratiquent aucunement l'islam, dans le sens charia. Ils ne le pratiquent pas, ils ne l'appliquent pas. Ils ont une constitution, à partir du moment où un pays a une constitution rédigée par des humains, la charia, elle n'a pas lieu d'être. Après, il y a peut-être quelques règles. De la charia, ça veut dire la loi. C'est un ensemble de lois. Donc la loi coranique, évidemment. C'est pas la loi humaine. Ça ne veut pas dire autre chose. Ça ne veut pas dire martyriser, charia. Ça ne veut pas dire extermination, hein. Comme ils l'ont diabolisé, ce mot, pour faire peur aux gens. Tu dis djihad. Oh mon Dieu, le djihad, ils veulent tuer les gens. Oh, le djihad al-nafs. C'est le plus grand des djihad. L'effort contre soi-même. C'est ça, le djihad al-nafs. Le djihad, ils disent djihad, mais c'est le djihad al-nafs. Le djihad al-sghir, c'est le djihad al-kbir, c'est le grand djihad, donc c'est le djihad al-nafs. Et le grand djihad, c'est celui que. Et le petit djihad, je veux dire, c'est celui qu'on fait donc dans la guerre, entre guillemets, entre autres. C'est pas. Le plus grand, c'est pas le combat. C'est le combat physique, je veux dire. Le plus grand, c'est contre soi-même. C'est le grand djihad, c'est celui-ci. Et le petit djihad, c'est celui, entre autres, de la guerre, entre guillemets, sainte, concept croisé, évidemment. Là, il n'y a pas de guerre sainte en islam. C'est une guerre défensive, c'est tout. Les chrétiens croisés ont inventé ce terme-là à l'époque des croisades, à l'époque des premières croisades en 1096. Il y a donc un constat très étrange qui se passe à la télévision France, c'est que je vois pas beaucoup de Français de souche. À croire qu'ils ont disparu à la télévision. Chaque fois que je vois quelqu'un qui parle, souvent, c'est quelqu'un qui a des origines étrangères. Là, en ce moment, qui c'est qui ramène sa gueule? Elle aurait mieux fait de s'abstenir, mais il fallait qu'elle ramène sa gueule, forcément, la très lumineuse intellectuellement Nadine Morano. Voilà, Nadine Morano, elle n'est pas française. Elle n'est pas française, c'est tout. Elle est de nationalité française, mais elle n'a pas d'origine française. Qu'elle retourne dans son pays, la Moranie. Voilà, puisqu'elle est tellement lumineuse qu'elle doit avoir un pays à elle, la Moranie. Qu'elle retourne là-bas. Hein, je sais pas c'est où la Moranie, on peut lui trouver un pays. On peut lui trouver un endroit sur une carte. Tiens, ça sera pas loin d'Israël, tiens, elle peut aller là-bas. Juste à côté, comme ça lui ira bien. Elle qui défend ses amis juifs pour le droit de porter la kippa, cette hypocrite amnésique. Alors que ça c'était en 2015 qu'elle disait, ou 2016, ouais, la kippa, c'est pas normal, si les juifs ils peuvent pas porter la kippa, dans quel pays on est? On peut pas embêter les gens par rapport à leur tenue religieuse, c'est pas normal, la France doit assurer leur sécurité, leur liberté, blablabla. Et là, cette année, ouais, il faut pas porter le foulard, je suis contre, il faut l'interdire dans les rues. Donc la meuf qui parle, qui a un cul de poulpe, elle ouvre sa grande gueule. Toujours elle ramène sa gueule, on dirait une poissonnière qui a pas fini de vendre son poisson, et je respecte les poissonnières. Mais elle l'est pas. Donc se comporter comme une poissonnière quand on l'est pas, c'est là le problème. Morano, c'est pas français ça. Je suis désolé, hein, maintenant ils nous ramènent les origines, on va les ressortir à chaque fois. Systématiquement, le premier qui ouvre sa gueule, il monte son arbre généalogique avant de parler au nom des Français. C'est comme ça. Moi, j'ai jamais vu un pays où c'est que des étrangers qui parlent et qui désignent d'autres étrangers, entre guillemets, parce qu'ils ne sont pas tous étrangers, les musulmans, hein. Il faut bien le savoir. Il y a un nombre très croissant de convertis qui sont français chez eux depuis des siècles. Et aujourd'hui, on leur dit, ouais, vous êtes des étrangers. Mais c'est quoi ces gens, ces tarés?
Donc cette Nadine Morano, elle devrait retourner en Moranie, pratiquer son culte absurde là-bas. Il y a si peu de Français de souche dans ce pays, ils ont tous disparu pour systématiquement se faire représenter par soit des Espagnols, des Portugais, ou des Maghrébins. L'autre, là, Jean Messina, il doit être algérien, ou je sais plus s'il est libanais, ou je sais pas quoi. Gros raciste, comme il y a trop d'étrangers, il parle de la culture française, c'est ceci, c'est cela, mais t'es pas français. De quoi tu parles? Qu'est-ce qui t'embête? Toi-même, t'es une invasion. Si on prend tes propos, Jean Messina, toi-même, t'es une invasion. De s'appeler Mouloud Messina ou Kader Messina, il ramène sa grande gueule. Ils font pas partie du peuple élu. Encore que Morano, peut-être elle est d'origine marraine, allons savoir, parce qu'il y a tellement de marraines dans ce pays. Mais là, on a le summum, c'est Zemmour et compagnie. Zemmour, Filkenkraut, BHL, je sais plus, il y avait qui d'autre? Il y en avait plein. Alors là, c'est le festival en ce moment. Alors, pour défendre le français de souche, enfin, pour parler au nom des français de souche, Gilles William Goldenadel et l'autre blaireau, le mec qui tape des montres, là, Julien Drey. On les a eus. C'est quoi ces gens? Un Ashkenaz, un séfarade. Oh, c'est ça la France? C'est eux qui parlent au nom de la France. Et ils parlent de quoi au nom de la France? De l'islam. C'est un truc de fou. Inversons les choses. On va mettre un Algérien et un Tunisien. Et ils vont parler au nom du judaïsme en France, à la télévision française. Alors on va arriver, puis on va les mettre, puis ils vont parler de judaïsme. Non, c'est pas possible. Hein, ça, c'est drôle. Je veux dire, le mec qui regarde la télévision qui est français, qui se dit, mais c'est quoi ce pays? Il me parle du voile. C'est deux feuches qui me parlent du voile. À la télévision française. Mais c'est quoi le délire, en fait? Qu'est-ce que c'est que ce pays? C'est devenu, la télévision française, c'est devenu une poubelle géante où les pires des crevures sont venus ouvrir leur grande gueule, à vomir leurs mensonges, toujours sur l'islam et toujours, majoritairement, c'est des gens de cette communauté juive qui sont là à vomir tout le temps et ils prennent en otage tout un pays parce qu'ils mobilisent la presse, ils mobilisent tous les moyens de radio et de télévision et de presse écrite pour des événements. C'est eux qui cadrent, c'est eux qui orientent tout le temps. Et ça passe, et ils créent les polémiques, ils montent les polémiques, ils les démontent, ils décident de parler ou pas de telle ou telle chose. C'est quoi ce foutage de gueule? C'est quoi cette république israélienne de France? On est en Israël, en fait. La France, c'est devenu la succursale d'Israël, ou c'est devenu un département d'Israël, voilà. On est dans un autre département qui appartient à Israël, sauf que la France, évidemment, on le dit pas officiellement, bientôt on aura un passeport israélien. Et pour les musulmans, ils vont être fichés comme les Palestiniens, ça sera marqué la religion. C'est ça, en fait, qui va se passer. C'est là où on va. Un autre blaireau, je me demande d'où il sort ce mec, c'est Pascal Pro. Qu'est-ce que c'est que ce tocard? À l'époque, moi je l'ai connu, il était commentateur de foot dans les années 90, jusque dans les années 2000, je crois. Et après, on l'a perdu de vue, puis on le retrouve quelques années plus tard, il fait de l'info, il fait des débats. Ce Benet, cet idiot fini, ce demeuré hystérique, qui est un hypocrite de haut niveau. Alors, il y a un humoriste qui s'est bien foutu de sa gueule, je crois que c'est Jacques Sparrow, quelque chose Sparrow, là, sur la chaîne Click, qui se foutait de sa gueule et qui expliquait que. Je crois que c'est lui, hein, je sais plus, qui disait ouais, Pascal Pro, il arrive, il commence à parler d'un débat, mais lui, c'est pas, il est journaliste, il est neutre. Il arrive, il dit ouais, l'islam, c'est pas bien, hein. Puis après, il dit ouais, mais je pose la question. En fait, le gars, il donne son avis, il est de parti pris. Il est même pas journaliste qui doit être neutre, non, lui, il est de parti pris. Comme s'il était là, c'était un invité qui donnait son avis, mais t'es journaliste ou tu fais quoi? T'as compris le principe du journalisme? C'est comme un journaliste de foot. Est-ce qu'il serait allé jouer au foot sur le terrain pendant qu'il commentait un match? Ou il aurait juste commenté le match? Ce qui s'est pas permis de faire dans le football, il le fait dans les débats de société. On se demande d'ailleurs qui l'a mis là. C'est comme un autre dans le foot aussi, en ancien, pour dire que le niveau français, au niveau du journalisme, s'est écroulé. Et c'est Jean-Claude Dacier ou Jean-Pierre Dacier, qui était réalisateur des matchs de foot sur TF1 pendant les années 80-90. Et je sais plus jusqu'à quand. Et puis pareil, il est sur cette chaîne de merde là, c'est Canal Israël News, là, c'est News. Ou pareil, la même chose que Pascal Pro, en plus vieux. Pour la gamelle, alors lui, pareil, islamophobe, abruti fini à la piste, sarkozyste sûrement. La plupart du temps, ces gens-là, quand ils sont aussi bornés sur l'islam et aussi arriérés et incultes de l'histoire de leur propre pays, et en général, ils sont sarkozystes pour beaucoup. La question qui se pose, c'est où sont passés les Français de souche qui devraient s'exprimer à la télévision et qui devraient lancer les débats, les sujets d'actualité, qui devraient les mettre en avant et qui devraient choisir ce qui les intéresse réellement et qui devraient donc les diffuser à la télévision, en parler, faire des débats et imaginer des choses pour les arranger. Dans ce pays, les journalistes français, je dis français entre guillemets, ne sont plus français. C'est des gens qui viennent d'ailleurs, qui ont des origines étrangères et qui parlent au profit d'une entité étrangère.
C'est pas au profit du peuple, c'est au profit d'une nation étrangère. Et cette nation étrangère, il n'y en a pas 150, c'est Israël. Vous pouvez aller chercher le problème dans tous les sens, le retourner. Les raisons font que ces gens-là, cette majorité de gens qui parlent et qui sont de cette même communauté et qui squattent tous les journaux télévisés et les radios et qui orientent les débats, ils ont tous une affiliation avec cette entité sioniste criminelle qui squatte les terres palestiniennes depuis 71 ans maintenant. Il faudrait vraiment se poser la question comment ce pays a été volé par Israël, par la mentalité israélienne sioniste, et comment les gens dans ce pays dorment encore quand on leur dit énerve-toi ici, calme-toi ici, ferme les yeux sur ça, et comment ils peuvent encore penser être libres en réalité. Ils ne sont pas libres, on leur met pas un couteau sous la gorge, mais on ne leur laisse aucun choix de réflexion, on leur impose leur choix. Il y avait un comique très célèbre, un humoriste, c'était pas un comique, c'était un humoriste très célèbre, qui est décédé depuis une dizaine d'années, c'est George Carlin. Il montrait une vidéo qui circule depuis des années sur le net où il parlait de la presse américaine. Not as a result of a conspiracy, but you because... don't need a formal conspiracy when interests converge. These people went to the same universities and fraternities. They're on the same boards of directors. They're in the same country clubs. They have like interests. They don't need to call a meeting. They know what's good for them, and they're getting it. And there used to be 7 oil companies. There are now 3. It will soon be 2. The things that matter in this country have been reduced in choice. There are 2 political parties. There are a handful of insurance companies. There are about 6 or 7 information things. But if you want a bagel, there are 23 flavors because you have the illusion. You have the illusion of choice. Right. You don't get the real important choice. There's no freedom of choice. That's a great point. Quand on vous enlève le choix de réflexion ou d'action, on vous impose un certain nombre de choix, c'est qu'on vous enlève des choix. C'est-à-dire qu'on réduit les possibilités d'aller ailleurs, et surtout quand c'est une entité qui choisit pour vous ceux que vous allez désigner, c'est fini, il n'y a plus de liberté. Quand on vous dit, voilà, vous allez élire votre président, on va vous proposer 25 candidats, et ce sera ceux qui auront 500 signatures. Et les 500 signatures, il faut les obtenir auprès des maires, pas n'importe où, auprès des maires de France. Donc c'est facile, et comme ces maires sont pour certains affiliés à des partis politiques, la pression, elle est là. Ceux qui sont affiliés ne donneront pas leur signature à quelqu'un qui vient d'autre, d'ailleurs, etc. Donc ce qui fait que c'est un entonnoir. On arrive à un endroit où la démocratie, elle n'existe pas dans ce pays. On l'a rendue inexistante, de l'intérieur. On l'a sabordée volontairement. On a astucieusement mis un système qui éradique la liberté en réalité et les choix. Et ça, les gens n'en ont pas encore conscience, pour beaucoup. Alors, il y en a qui ont conscience, probablement que ceux que vous qui m'écoutez, peut-être vous le savez, pour certains c'est sûr, vous le savez. Mais pour beaucoup de gens qui sont assez naïfs, hein, qui cherchent pas plus que ça et qui pensent que c'est un système juste, ils n'ont pas pris le temps de s'arrêter 2 minutes et de réfléchir à ce système des 500 signatures. Moi, c'est ce qu'on dit souvent, beaucoup de débats. Si c'était vraiment démocratique pour les élections présidentielles, alors normalement le boucher du coin, ou le plombier, ou le pharmacien, ou le balayeur des rues, il pourrait se présenter à partir du moment où on estime que c'est une république, c'est le peuple qui parle, qui s'exprime. Donc il doit aussi pouvoir choisir ses représentants. Et ce qui veut dire que n'importe qui, intellectuellement stable, évidemment, pas de problème psychiatrique, pas de problème judiciaire, quelqu'un de normal, cadré, qui a à peu près les idées correctes, c'est-à-dire il sait ce qu'il dit, après on adhère ou pas, mais il pourrait se présenter avec un programme qu'il leur établit, en disant voilà, moi, Jean Dupont, boulanger de la rue des Martyrs, je me présente à l'élection présidentielle, et il devrait après, il faudrait faire un choix entre... S'il y a 3000 personnes qui se présentent, parce que ce serait ça le truc qui va nous sortir l'argument, c'est oui, mais si on faisait ça, il y aurait 30 000, 40 000 candidats, on ne pourrait pas s'en sortir. Ok, pas de problème. On ferait dans chaque département, on ferait des éliminatoires, comme on fait pour la Star Academy par exemple, ça, il n'y a pas de problème. On fait des recrutements dans chaque grande ville, et à la fin, on en prend 30 à Paris, puis ils font l'émission. Pourquoi on ferait pas ça si on peut le faire pour un jeu télé, on pourrait très bien le faire pour une élection présidentielle, si c'était vraiment une république démocratique. Puisque c'est ça l'idée. Donc dans chaque département, tous les candidats issus du peuple se présentent, ils font des débats, et à la fin, dans chaque département, on en garde un, et puis après à la fin, avec tous les départements, on en garde 99, je ne sais plus combien de départements, puis à la fin, les 99, ils font encore 2-3 débats des éliminatoires, en fait. Et à la fin, on se retrouve avec 10, et on vote pour les 10, qui seront qualifiés. Non, ça, c'est une solution qu'on pourrait présenter, et elle serait facilement réalisable. Alors, on préfère faire des débats débiles, entre toujours les mêmes, et puis on se dit, voilà, c'est comme il disait Chouard, celui qui peut monter le curseur de la diffusion de télévision de tel ou tel parti, et si on regarde bien, c'est ceux qui sont diffusés le plus, qui ont le plus de voix, et c'est eux qui finissent par être élus.
Donc voilà, le curseur télévisuel, c'est celui qui le manipule, qui décide de qui sera élu. Donc c'est pas le peuple, pas plus que ça. Et donc ceux qui sont à la télévision et qui parlent au nom du peuple, ce n'est pas le peuple, c'est à l'image de l'escroquerie républicaine en réalité. Et donc on regarde qu'à la fin, les dirigeants de ce pays, ceux qui parlent au nom de la masse, et qui oriente sa destinée pour l'instant et qui la pousse vers un affrontement. Et je vous le dis tout de suite, il n'arrivera pas. Moi, j'y crois pas. Je sais que tout le monde pense à la guerre civile, etc. Ça n'arrivera pas. Il y aura des attentats, il y aura comment on appelle ça, des coups isolés à droite à gauche. Ce sera pas joli à voir. Il y aura des morts. Mais ils n'arriveront pas à faire une guerre civile parce que c'est pas le projet en réalité. Il faut fractionner le pays, il faut fractionner le pays au maximum pour pouvoir le diriger, le manipuler et continuer à le dépouiller. Parce que la France est une belle machine. Et une belle machine, on ne peut pas la détruire. Ils la détruiront, ils l'ont déjà détruite il y a 70 ans, mais ils l'ont reconstruite elle est devenue très performante, la France. Très très performante. Jusqu'à maintenant, c'est un pays qui a énormément de richesses, qui a énormément d'avantages, qui est stratégiquement intéressant. C'est pour ça qu'il y a eu des guerres mondiales ici, dans ce pays et pas ailleurs. Elle a des façades maritimes océaniques. Elle est au centre de l'Europe, elle est en face aux Amériques, face à l'Afrique. Elle est à la croisée des chemins, la France. Géographiquement, stratégiquement, c'est un pays très important, la France, culturellement, etc. Évidemment. Et puis la population, elle est très hétéroclite depuis des décennies. Il y a beaucoup de courants politiques, de religieux, il y a la plus grosse communauté juive en France. Et il y a beaucoup de savoir-faire en France, etc. On peut pas fracasser un pays comme ça, c'est pas l'idée. C'est absolument pas l'idée. Et ils n'ont pas les capacités, parce qu'ils savent très bien où ils vont. Ils savent très bien. Par contre, le déstabiliser suffisamment pour justement pouvoir continuer à l'utiliser, à le dépouiller, sans que les gens ils aient vraiment la possibilité de réagir, c'est leur but, c'est ce qu'ils font. Et ils ont réussi à le faire avec les Gilets jaunes, parce que le vrai mouvement qui est arrivé avec les Gilets jaunes il y a un an, maintenant, ils ont été sans pitié. Dès qu'il y a un mouvement qui est c'est le seul qui a vraiment pris, ils ont été sans pitié. Et ils le feront chaque fois comme ça, mais ils ne pourront pas aller jusqu'à faire une guerre civile. C'est impossible. Et le jour où ça arrivera, là maintenant c'est impossible, je ne dis pas que dans 30 ans c'est pas possible, mais le jour où ça arrivera, c'est qu'ils auront dépouillé suffisamment la bête, ils seront passés à autre chose, c'est la suite du plan. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. Donc ça, c'est déjà un point important que je voulais éclaircir. Et ensuite, quel intérêt de faire une guerre civile? Si on est patriote, si on aime son pays, quel intérêt? Quand on voit, c'est comme une famille, quand vous êtes dans votre famille, que vous voyez qu'il y a des tensions avec tel ou tel membre, ou une pièce rapportée et il y a des tensions, etc. Et on voit que plus on essaie d'en parler, plus ça monte dans les tours et qu'on sent que ça va craquer. Est-ce que vous êtes père de famille, vous êtes là et vous voyez vos enfants, vos frères, vos soeurs, vos tantes, vos cousins monter et prêts à se foutre dessus? Vous faites quoi? Vous continuez à rajouter de l'huile sur le feu ou vous vous arrêtez, vous dites là ça va partir gravement, c'est ma famille, je veux pas la détruire, je veux qu'elle tienne la route. On va faire des concessions et on va se parler, on va pas se battre. Et on va donner la parole à tout le monde pour régler le problème. Ça, c'est une famille, ça. En France, on n'a pas un patriote, il est avec son pays comme il est avec sa famille, en réalité. Et un patriote, déjà, il doit avoir une famille. Un patriote qui est individualiste, il a raté un épisode dans la définition du patriotisme. Sincèrement, un patriote qui est individualiste et qui pense qu'à sa petite gueule, en fait, sans réfléchir à son entourage, à ses voisins, à ses cousins, à sa famille. Et il y a un moment, il y a un faux contact qui est passé dans sa définition ou dans son intellect pour être dans ce comportement-là. Donc, un patriote, c'est quelqu'un qui a le sens du relationnel, en fait, qui aime les gens, il aime pas tout le monde, mais il a un intérêt pour vivre avec sa communauté nationale, avec son entourage, peu importe leurs origines. À partir du moment où ils sont français et qu'ils ont une histoire dans ce pays, il doit être avec eux. Si jamais il fait une séparation entre ceux qui viennent d'arriver, ceux qui étaient là depuis longtemps, et les deux souches, on n'est plus rendu. C'est fini, le patriotisme, tu peux l'oublier. Parce qu'il y a eu des vagues de succession et d'immigration et qui sont devenues avec le temps des patriotes, des Français qui sont devenus nationaux, donc des patriotes, des concitoyens des patriotes. Donc ces gens-là qui appellent qui appellent le feu et le sang dans ce pays, ils sont pas patriotes, mais pire que ça, ils veulent la destruction de ce pays, ils veulent son effondrement. Donc qui sont ces gens? Leur aspiration définissent leur non-patriotisme et leur trahison. Donc à partir de là, quand on comprend ça, il faut se dire pour qui ils bossent ces gens. Et là on comprend, d'où ils viennent ces gens surtout. D'où ils viennent. Et ben, c'est pas compliqué à comprendre hein, quand on regarde Julien Drey, Zemmour, Golden Laden, Finkielkraut, j'arrive jamais à leur dire leur nom, c'est un claquage de la langue à chaque fois. Et ben on sait pour qui ils bossent. En plus ils s'en cachent même pas. Donc voilà,
Nous sommes dans un pays où il a été piraté du haut, il a été piraté en bas, il a été piraté à tous les niveaux et on essaie d'appeler les gens à se foutre sur la gueule. Et je vous dis encore, ils n'y arriveront pas. Ce sera très minoritaire. Et ils ont besoin de ça en fait. Ça permet de voilà d'avancer les masqués. Ils peuvent divertir les gens dans leur combat, dans leur baston. Moi je m'attends, sincèrement, je vais pas faire le prophète de mauvais malheur, je m'attends encore à d'autres attentats. Et ils vont innover. Alors faites bien attention. Et chaque fois ils innovent d'ailleurs, hein. Ils trouvent toujours des nouvelles façons de faire. Ils vont faire deux, trois fois le même attentat à peu près pareil, puis après ils vont trouver un autre sujet. Là, la dernière fois, alors je sais pas, hein, ils disent il a juste pété les plombs, Monsieur Harpon, Michael Harpon, à la préfecture de Paris, de police de Paris, là, le mois dernier. Et comme quoi il aurait, donc je pense que c'est une des raisons, mais il n'y a pas que. Il a répété les plombs, là il était à bout, puis mais bon, la façon de tuer 4 personnes en 30 minutes, en même pas 30 minutes d'ailleurs, tout seul, c'est clairement pas possible. Donc il a été aidé. Donc il y avait quelqu'un là. Donc c'était un coup qui a arrangé beaucoup de monde. Mais je pense qu'il y aura d'autres attentats, d'autres agressions, d'autres choses encore dont on n'a même pas idée qui vont arriver dans les 6 mois, les 1 an à venir. En tout cas, il y aura à intervalles réguliers des remises d'avertissements. J'appelle ça des avertissements. Ils vous avertissent que, attention, vous n'êtes pas en sécurité, il faut être méfiant. Et ça garde des tensions communautaires. Un coup, c'est les musulmans, un coup, c'est les chrétiens, un coup, ça va être les juifs, mais les juifs, c'est de loin. Jusqu'au jour où ils vont vraiment tuer 50 juifs, et bien on dit, regardez. Ils vont nous mettre le dos, bien sûr, sur le dos de l'islam, etc. Donc pour ça, ils sont très innovants. Les 3-4 prochains attentats, ils sont déjà préparés. Ils cherchent les réglages, en fait. Mais ils sont déjà en cours, ils sont déjà définis. Après, ils ont toujours 3-4 attentats prévus, de bien entamés, de bien mis en place. Et puis après, ils verront s'ils les mettent en place ou pas, réellement, sur le terrain. Mais en gros, c'est ça. Puis de temps en temps, il y en a qui échouent. Leur tentative à eux. Ils vous le diront pas, alors on sait pas, puis on ne saura jamais. Mais il y en a qui échouent, hein. J'en suis certain. Après, tout ce que je dis, c'est de la spéculation. Mais ça fait des années que la spéculation, quand on connaît leur système, on se rend compte que on spécule pas tellement, puisque on est jamais loin de la vérité, hein. Jamais, jamais, jamais. Donc, et puis ils s'emmerdent pas, parce que les gens sont très naïfs. Donc pourquoi ils changeraient? Les gens ils croient encore que c'est des attentats, parce que c'est l'islam qui revendique ça. Ils n'ont pas conscience de tous les escrocs qui se cachent derrière, des manipulations, des courants. Puis le service de renseignement français, si c'était vraiment des attentats qui avaient lieu par rapport à des groupuscules terroristes, c'est sacrée équipe de bras cassés, les services de renseignement français. Il faudrait se poser des questions sur leur capacité. Et je sais qu'ils sont très performants, très 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 performants. Donc ils ne la font pas à l'envers. C'est pas une bande de bras cassés, des cités qui est à peine lettrées, limite c'est des analphabètes qui communiquent par Skype, qui s'envoient des messages en SMS en disant on va être là à tel endroit, machin, avec des mots de code à 2 balles, et qui vont déjouer l'un des meilleurs services de renseignement au monde, celui de la France. Ou alors vraiment on a des secpas dans les services de renseignement, peut-être, hein, allons savoir tellement le niveau d'éducation a coulé que on pourrait avoir des attardés mentaux qui, qui dirigent le renseignement français, pourquoi pas, hein. Mais bon, mis à part la blague, je veux dire, il n'y a pas de crédibilité là-dedans. Donc sans vouloir faire le prophète de malheur, voilà, je pense que ça va pas s'arrêter et on aura d'autres tensions, d'autres choses pas jolies à voir. Et voilà, donc une question qu'il faudrait se poser, je conclurai là-dessus, c'est que vraiment il faut vraiment réfléchir à qui dirige ce pays, à ceux qui s'expriment et qui nous parlent. Il faudrait qu'on se pose la question, mais quelle légitimité ils tiennent, même si pour certains ils ont été élus, mais dans la presse, dans les journaux, les journalistes, les commentateurs, les penseurs, les spécialistes qui nous parlent de tout le temps d'islam, parce qu'il n'y a que ça depuis un mois et demi, 2 mois. Puis c'est 3-4 fois par an, il y a la piqûre de rappel avec un attentat, machin, en cul. Et donc à la fin, il faudrait vraiment se dire, mais qui sont ces gens, à qui profite le crime de leur discours, ou de leur discours criminel, à qui profite, à qui vraiment ils profitent? À la nation? Aux gens de ce pays? Ou à une certaine clique qui divise pour mieux régner, comme le dit l'adage très célèbre? La question reste posée. Sur ce, prenez garde à vous, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très très bientôt.